La tragédie des Français d'Algérie. Après la Reconquista, les morts chassés d'Espagne s'installent au Maghreb. Voulant alors développer des activités commerciales maritimes, ils en sont empêchés par les Espagnols qui au début du XVIe siècle envahissent le Maghreb pour être finalement chassés par les Ottomans appelés par les Algériens. En 1541, la flotte de Charles Quint est battue devant Alger. Les Ottomans musulmans, dans le lit de l'arabisation islamique réalisée du Maghreb, organisent les territoires avec des régences dont celle d'Alger en 1587, dirigée par un dey qui rend compte au sultan ottoman. Les cités barbaresques se développent alors, pillant les flottes commerciales et les territoires côtiers de la Méditerranée et des côtes atlantiques jusqu'aux côtes sud de l'Angleterre, en Irlande et en Islande. La piraterie participe du djihad et se justifie à l'encontre de ceux qui n'adoptaient pas leur religion. Les musulmans morts au combat sont assurés de rejoindre le paradis, de nombreux renégats y participaient également. La puissante flotte barbaresque avec celle des Ottomans domine la Méditerranée. Celle de la Sainte Ligue qui réunissait plusieurs États chrétiens, est défaite en 1538. Plus tard en 1571, les Ottomans sont battus à leur tour à la bataille de Lépante, mais leur flotte n'est pas anéantie. Naviguer en Méditerranée reste dangereux. Les captifs en bonne santé sont échangés contre rançon ou réduits à l'esclavage et finissent dans les mines ou les galères pour une mort certaine, les autres sont systématiquement tués. Devenu manchot à Lépante 4 ans plus tôt, Cervantes, alors capitaine représentant donc une valeur marchande, sera otage pendant 5 ans. Vers 1650, 30 000 chrétiens sont captifs d'Alger, beaucoup se suicident. En 1795, George Washington paye un tribut annuel aux barbaresques pour naviguer en Méditerranée. Le commerce affecté par les guerres napoléoniennes affaiblira de facto la piraterie. Las de payer ce qui représente 20% de leur budget annuel, les États-Unis envoient leur flotte en 1801 et 1815 et finissent par se défaire de l'emprise des corsaires du Pacha de Tripoli. Les Britanniques et les Hollandais suivent. Le sort des barbaresques est scellé par les Français qui mettent un point final à la piraterie de la Régence d'Alger en 1830 après 3 années de blocus, au motif de coups de chasse-mouche reçus par le consul de France, qui ponctue un passif commercial entre la France et le dey d'Alger. Ils prennent possession de la cité et délivrent les derniers esclaves. Il n'est pas encore question de colonialisme, l'Algérie n'existe pas encore. Ainsi l'épisode franco-algérien montre bien que le temps efface les responsabilités des coupables anciens. 1 million d'Européens chrétiens réduits en esclavage et davantage tués par les barbaresques resteront des victimes oubliées, elles n'auront jamais leur place dans les tractations politico-économiques de la France avec son ancienne colonie oublieuse d'une histoire qui la desservirait. À partir d'avril 1962, le maître mot est partir, fuir cette situation où l'on a la sensation d'être, une nouvelle fois, l'enjeu de la guerre. Fuir vers cette France qui a abandonné mais comment ? Pour certains c'est une fuite discrète car l'on veille à laisser quelques linges au balcon pour signifier qu'une personne est toujours là, pour la majorité cependant, la fuite était perdue avec son lot d'angoisse, la peur d'être arrêté par des barrages FLN, la difficulté d'obtenir un billet, l'attente enfin sur le quai ou dans le hall de l'aéroport. La première délivrance est lorsqu'on monte sur la passerelle, la seconde, lorsqu'un en descend sur la terre métropolitaine. Mais justement de l'autre côté, que trouvera Théon ? Lorsqu'on évoque le rapatriement d'Algérie, les images qui viennent à l'esprit sont celles de paquebots surchargés déversant sur les quais de Marseille des milliers de personnes épuisées par une traversée pénible. Cette image est réelle et concerne la majorité des personnes puisque 54% d'entre elles sont rentrées par mer. Néanmoins 46% des rapatriés sont rentrés par avion, grâce à la mise en place d'un véritable pont aérien au-dessus de la Méditerranée. Ces voyages ont moins marqué l'opinion publique, les conditions de vol étant plus proches d'un vol ordinaire, soit moins de 2 heures. Mais, à l'image des quais, les halls des aéroports de Maison-Blanche à Alger, de la Sénia à Oran ou des Salines à Beaune sont noirs de monde et on attend parfois plusieurs jours dans des conditions difficiles avant d'embarquer. Pour des milliers de pieds noirs et leurs descendants, ce jour de fête est un jour de deuil. Car au premier jour de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, à Oran, environ entre 10h30 et 17h, 700 personnes ont été tuées au cours d'une chasse aux Européens dont on ne saura jamais si elle fut spontanée. Pourquoi a-t-on appelé les Français d'Algérie, les pieds noirs ? Parce souvent ils ne portaient pas de chaussures dans les bleds, les villages. Comme ils allaient pieds nus, ils avaient les pieds sales. Cette désignation serait ensuite passée en métropole où elle aurait désigné les Français d'Algérie, une façon de les cataloguer comme des Français de seconde zone.